Comment un acteur solitaire peut-il autant fédérer autour d'une idée obsédante? Quiconque s'est approché de Robin Renucci a été taraudé par cette question, puis s'est laissé aller à l'évidence. Cet homme a un pouvoir de conviction étonnant, et il le démontre, avec ou sans filtre. Oula. D'accord. Bienvenue dans votre vie, Robin Renucci. Hein, on va la raconter justement, vous allez la raconter la vie à travers les photos marquantes. D'accord. Et je vous propose un petit voyage dans le temps et dans l'espace là. Hein. On va aller du côté d'Olmi-Capet là. Allons-y. C'est par là. Oui. C'est par là Voilà, que ça se c'est vraiment passe. là. Oui, c'est vraiment là. Qui on a là? Alors là, c'est devant la forge à Stadsan, là, de Ouvourneel, où c'est la petite partie de mon village en bas, hein, il y a la maison familiale et devant il y a la forge. Et ça, c'est mon oncle Antoine Renucci, qui a fait toute sa carrière à l'EDF et qui est en train de faire son travail, voilà, qui est en train de ferrer un âne. C'était un lieu. Il y avait votre grand-père aussi, hein, qui était. Absolument. Donc hein c'est la forge familiale, la forge de mon grand-père François Renucci, et puis son fils Antoine qui a été, qui a repris en même temps qu'il était à l'EDF, il a repris le travail. On va continuer avec un personnage en couleur. Bien décoré. Hein. Et bien décoré justement. Qui c'est lui? Ah, lui, c'est mon oncle Ange Trojani, qui est à la fois un homme qui a fait la guerre, voilà, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, mais aussi qui a été un poète, enfin un poète villageois en tout cas. Et il faisait déjà du théâtre dans le bâtiment, là aussi. Il animait le comité des fêtes. Est-ce que parce qu'il n'a pas l'air d'un poète là, pour le coup. Non, Hein, mais justement c'est intéressant les poètes. Ils sont toujours doubles, ils ont une identité un peu particulière. Alors là il est habillé parce que c'est une cérémonie je pense, hein, quelque chose d'un peu Alors, officiel. il avait cette poésie qui, comme toutes les poésies, parlait à l'imaginaire. Et est-ce que ce n'est pas en écoutant ce Trojani-là qu'il y a les premières prémices, en tout cas, de votre vocation qui naissent? Mais complètement. D'autant plus que c'était l'époque des mini-cassettes. Donc on enfonçait les cassettes dans un appareil un petit peu dur à manipuler, enfant en tout cas, quand j'étais enfant. Et je lisais ces poèmes, qui étaient tous en alexandrin, en vers de mirliton. Voilà, moi je disais myrmiton, comme aujourd'hui. Et il était, voilà, c'était des odes à la Corse, toujours Cyrnos, plongé dans ton immense écrin. Calisté, voilà, c'était toujours, selon les rimes, un nom différent pour l'île de Beauté. Et on les doit à quoi, toutes ces médailles-là? Ah, il était donc décoré à la guerre. Ah. Décoré largement à la guerre, oui, parce qu'il avait fait la guerre, il était officier. Voilà. Je crois du côté de Fontainebleau. On continue notre balade dans le village, dans le Nicapé, là, il y a au moins 60-70 ans. Ah oui. Et on va là, si vous le voulez bien. Mais oui, là, c'est ma maman, donc Paulette, et puis des cousines et cousins. Voilà, je reconnais Bernadette, ma tante Joséphine, et puis Monique, je pense, une autre cousine, peut-être Laurence qui doit être là, et ma mère qui est en train de coudre devant la maison, comme elle a toujours fait, sur les pierres de la maison. Couturière, votre Oui, maman. oui. Et la couturière du village. Oui, peut-être qu'il y en avait d'autres, c'était assez commun au fond les couturières, mais elle cousait à la fois pour la famille, c'était une famille qui avait été nombreuse, et puis les gens du village, voilà. Et puis sur ce banc, elle avait, alors je ne sais pas si vous allez me dire si c'est vrai ou pas, je ne sais pas si elle s'ennuyait, mais elle aurait dit un jour, le prochain bus qui arrive au village, parce qu'elle s'ennuyait, je ne sais pas, Oui, j'épouse celui qui sort. C'est vrai ou pas ça? Alors je pense pas qu'elle s'ennuyait, mais maintenant maman est morte, donc je peux le dire, mais je pense qu'elle avait un amoureux et un dépit, sans doute amoureux. Et par rapport à ce dépit et ce jeune homme-là, peut-être elle s'est dit, voilà, je vais épouser quelqu'un d'autre que lui, puisque lui s'est marié avec, ou en tout cas s'est fiancé avec une autre femme. Ce quelqu'un d'autre, il est là? Oui, c'est mon père. C'est donc il est là. celui qui est descendu du bus, c'était Louis. Voilà, et ils se sont mariés en 1948, c'est cela, 48. Voilà, il est arrivé encore sûrement en 47 après la guerre. Il avait été 5 ans prisonnier de guerre en Allemagne. Et maman avait dû faire sa robe, voilà, comme tous les pauvres gens qui avaient une grande capacité, en effet, d'artisanat. Voilà, et c'était visiblement une très jolie
robe. Alors, elle est intéressante à plusieurs égards, cette photo. La première, c'est qu'elle, c'est Paulette Renucci, Oui, on a tout à compris. fait, oui. Lui, c'est un Robin. Oui, tout à fait. Il est habillé en uniforme, il est gendarme, votre Il est papa. gendarme au village. Il Au arrive village. avec... Qu'est-ce qu'il fait, handicapé, là? Eh bien, il fait ses 5 ans de prisonnier de guerre, et puis on lui propose d'aller peut-être aux colonies, j'imagine, ou plus loin, et il a décidé, depuis le continent, de venir plutôt en Corse que plus loin, et il voulait partir de sa Bourgogne, au fond, quoi. Et surtout, retrouver Paulette, mais ça, il ne le savait pas à ce moment-là. Ah ben, vous l'avez dit, Ça justement. conserve. Votre papa, il a vécu au Creusot, et il va être muté à un moment. Oui. Vous allez repartir. Absolument. Alors là, oui, attention, Oui, ça oui. pique. Alors, donc là... Là, on est en Corse. Oui. Mais pour qu'on comprenne bien le périple, vos parents repartent à un moment, effectivement. Là-bas, vous allez naître. Voilà. Vous naissez au Creusot. Mon frère naît à San Pedro y Enagu et en 49, et sur la carte d'identité de mon frère, il y a écrit San Pedro y Enagu. Et moi, je suis toujours un peu jaloux de ça, parce que je nais en fait au Creusot, en Saône-et-Loire, dans la ville du Creusot, qui est une ville minière. Et vous revenez souvent en Corse, donc c'est la raison Bien pour sûr. laquelle j'ai mis cette photo. On a tout le monde là. Hein. Oui, il y a et du alors, ce qui est monde. intéressant, c'est que vous êtes là, vous, en train de pleurer, et votre mère qui a l'air bien, mais en fait, quand vous êtes au Creusot, c'est un peu l'inverse. Pour votre maman, Oui, oui. de partir au Creusot, ça a été un drame absolu. Oui. Non, elle est arrivée avec beaucoup de nostalgie. Sauf que là, quand elle est au Creusot, enfin pas là, parce que là, elle a l'air bien justement, Oui, elle vous pleure. emmène sur un cimetière. Ah bah toujours, moi j'ai vécu mes week-ends, on ne disait pas les week-ends à ce moment-là, mais enfin les samedis et les dimanches, au cimetière pour qu'elle puisse pleurer en paix. Et je jouais avec les cailloux et avec les objets en terre cuite et vernie des cimetières, moi, toute mon enfance. Alors justement, votre enfance, on va en parler, de votre enfance, de votre adolescence, plutôt votre adolescence. C'est pour ça Au que peut-être Creusot et Saint-Prémy, ailleurs. ou quand on parlera de mon film, peut-être on en parlera, c'est sûr. aussi pour cette question de la mort qui est très présente. Oui. Et puis, pour ces familles, vous voyez, ces familles, maman a perdu 3 frères et sœurs en 18 mois. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez, c'est les familles corses qui ont été décimées par la maladie. Là, en l'occurrence, c'était des maladies pulmonaires. Et 3 enfants sont morts. Donc je pense que cette gravité, en fait, elle l'a exacerbée quand elle est revenue sur le continent. Et elle pleurait Tout est ressorti. énormément. Oui. Alors, on va rigoler un petit peu. On rigolait d'ailleurs quand même à la maison, parce que mon frère rigolait beaucoup avec mon On va en père. parler aussi de votre frère, mais c'est tout à l'heure que ça se passe. Allez Robin, prenez place. Et on va traverser la mer. Si Allez. vous le voulez bien. Et on va se retrouver, on va monter, on va prendre la route et on va se retrouver Oui, à Auxerre. au photomaton d'Auxerre. Voilà. Entre 10 et 17 ans. Oui. Et donc vous allez vivre hein, à Auxerre entre 10 et 17 ans en Bourgogne. Et j'ai mis ces photos parce qu'en cette période-là, il va se passer quelque chose d'important pour vous. Vous allez aller à l'école. Ah oui, bien sûr. Et à l'école, il va se passer quelque chose en fait, Robin. Ouais, Qu'est-ce qui se passe à l'école? Le cimetière, c'était bien triste au fond. Et j'ai vu que l'école et la gendarmerie dans laquelle j'étais aussi, qui était relativement angoissante, était un endroit d'épanouissement, d'éveil et surtout d'une autre dimension de rêve, je dirais, de jeu, qui n'était pas seulement le jeu des enfants, le jeu scolaire, mais le jeu à l'ouverture de l'imagination. Et ça, je l'ai compris très très tôt. Et ensuite, à cette période, eh bien, je suis en primaire, ça continue avec des enseignants de primaire et très très vite aussi, dans le secondaire, voilà, la rencontre avec, je me souviens de M. Richard, qui nous faisait dire des alexandrins. Donc comme j'avais déjà avec mon oncle Ange dit des alexandrins, j'aimais ça. Et je comprenais que l'école, c'était aussi pas seulement l'endroit difficile et parfois pénible pour un enfant, mais aussi l'endroit de l'émancipation, je l'ai compris tôt. Complètement, c'est ça, l'endroit de l'émancipation. Oui. Et une fois le bac en poche, justement, ben, vous n'avez qu'une envie, finalement, avec tout ce passif de l'imaginaire, eh bien, Alors, c'est de monter sur les planches. C'est ça, la chance joue beaucoup, mais là on voit... Mais il y a quelque chose qui joue beaucoup. Alors, vous allez-y, qu'est-ce que vous... Je vois mon épi, voilà, je suis un enfant de la brute. Regardez comment je suis habillé, on est dans les années 80, là, en 80. J'avais un pull-over, un pantalon, une paire de chaussures. Et une volonté. Ah, mais Et une volonté de énorme, qui travaillait
énormément. Ouais. Peut-être que vous prenez même plus soin de votre look. Vous pensez Ah, j'ai pas de look. Ça sort d'où? Ça sort d'où, ça, Robin, Le le staccanovisme plaisir. du travail? Oui, c'est une forme de staccanovisme, le plaisir d'apprendre, le plaisir de découvrir. Là, je suis avec Plaisir Antoine. de souffrir? De souffrir, non, non, Non. non, c'est au contraire briser des chaînes de l'ignorance, des chaînes qui nous ramènent à nos asservissements, nos assignations presque, vous voyez, l'assignation identitaire, enfin, c'est des formes d'aliénation qu'on peut avoir et dont on s'émancipe, c'est bien cela, s'émanciper. Vous ne vous contentez pas des cours, d'ailleurs. Par ailleurs, vous travaillez beaucoup sur le mouvement. Vous allez au zoo pour regarder un petit peu comment Oui, c'est vrai. les animaux se meuvent. Et même vous apprenez à respirer. Et j'ai lu quelque chose, je ne sais plus où, que on serait plus heureux tous si on soufflait plus qu'on inspirait. Vous découvrez ça aussi en travaillant Oui. l'actorat. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est un grand Pourquoi secret. C'est un grand secret respiratoire. C'est quand on dit aux gens respirer, la plupart du temps, ils inspirent, ils prennent de l'air avec une petite partie des poumons. D'ailleurs, ma maman a souffert de ça toute sa vie. C'est ce qui crée l'angoscia dans laquelle on est très souvent, de ne pas pouvoir bien respirer. Et en fait, apprendre à souffler, d'ailleurs, on dit souffle un peu dans la vie. Ce sont des phrases que l'on n'entend pas assez. Mais souffler, c'est le début, en fait, de se poser et de l'acte de vie, tout simplement. Et très rapidement, vous allez enchaîner avec ça. Très rapidement, il y a un succès en fait dans votre vie. On vous embauche au cinéma, vous êtes la tête d'affiche d'Escalier C, et Escalier C, contre toute attente, c'est un succès. J'ai eu à la fois, vous voyez, le succès, mais cette phrase de René Char qui dit ne t'attarde pas à l'ornière des résultats. C'est une chose que j'ai apprise. Une phrase que j'ai apprise très jeune. Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats. Et le succès n'est pas quelque chose qui... Alors, ça vous porte, mais dès que j'ai été en situation de succès, il y avait un réflexe en moi qui était plutôt un repli. Ça ne m'apportait pas la joie que j'avais à l'apprentissage et au travail gratuit. Vous voyez, le travail qui fait qu'on est payé de son effort par la réussite de la chose. Lorsqu'elle devient... un peu trop encensée, en fait, je dirais, elle devient un peu insensée. C'est-à-dire qu'on perd le sens. Moi, c'est pas la période la plus heureuse de ma vie, curieusement, et je faisais partie d'une dizaine d'acteurs à qui on proposait 3, 4, 5 films de cinéma par an. Et juste derrière ce film, j'ai voulu partir... Juste derrière ce film, justement, on croit que votre carrière est partie. Juste derrière ce film, là, vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Et qu'est-ce qu'une Amérique a créé auprès d'une âme qui s'engloutit? Faut-il donner mon âme pour sauver la vôtre? Alors, une grosse erreur de texte. De Harold Pinter, c'est une grave erreur. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Non, je sais, c'est à la télévision de l'époque. Qu'est-ce qu'il aurait fallu marquer? Paul Claudel, bien sûr. Hein, le soulier de satin de Paul Claudel. Bien sûr. Avec Ludmilla Michael, qui est une immense actrice. Alors on met un tout petit extrait. Encourager le lien que vous n'ayez rompu, le devoir que vous n'ayez accueilli avec ce sourire dont vous me parliez tout à l'heure. Ça, je vous laisse regarder. Oui, ce sont des souvenirs très lointains, je ne les ai pas revus. Si vous seul n'étiez pas capable de me l'apporter. C'est un petit extrait, ça, Robin. Le spectacle, ça dure 12 heures. Oui, c'est un spectacle de 12 heures à la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. On commençait à 9 h le soir et on terminait à 9 h le matin. Mais ce qui était important pour moi, c'est que je venais de faire du cinéma voilà, avec des choses et des succès, comme on l'évoquait, et je suis parti 18 mois. C'est-à-dire, mon réflexe, vous voyez, de ne pas user l'idée du vedettariat, c'était de me remettre à l'ouvrage et de partir sur des œuvres fortes. Et on a fait une tournée très importante. Je regrette absolument pas d'avoir sans doute perdu 3 ou 4 films qui m'étaient proposés à ce moment-là, sauf mon agent qui peut-être en était un peu altéré. Mais j'étais heureux de partir et de retrouver ma voix. Ma véritable voix. Voilà. Sauf qu'on va vous revoir quand même un petit peu après, justement au cinéma. Mais très rarement, il y a encore, c'est Claude Chabrol, là, dans Masque, bien sûr. Oui. Mais ce qui vous suffirait peut-être, à l'époque en tout cas, eh bien, vous le décidez à ce moment-là. C'est avec votre famille, et vous dites, vous avez 40 ans à peu près, vous dites, ben, peut-être que je serai enfin... Vous allez me dire, en tout cas, enfin plus en accord avec moi-même, si je reviens vivre en Corse. Oui. Et c'est surtout l'envie de vivre sur l'île, là aussi, de cesser d'être dans un endroit que je pense un peu corrosif, voilà, du pouvoir, et de me replacer encore, voilà, dans mes racines. En fait, un retour en fanfare, parce que quand vous revenez vous installer à Olmi-Capé, là, du coup, l'école qui devait fermer ne ferme pas. Hein, Voilà, quelque part, il y a aussi quelque chose de symbolique. Oui, et sans puis, doute. une fois que vous êtes à Olmi-Capé, là, comme vous êtes un travailleur, vous ne pouvez pas rester sans rien faire, et puis vous lancez ça. Alors, vous arrivez en 97, hein, et dès 98, on a ça.
J'aime pas les caméras. Ça me rend nerveuse. Oh bah faut pas un gros coup de pied dedans parce qu'ils vont pas être contents. Hein. Sonia. Ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit peu ce que vous disiez à l'époque. Vous allez voir, c'est assez troublant. On vous a en interview et on va vous écouter parler. Ce que j'ai envie progressivement, c'est d'ouvrir, puisque c'est une action pérenne que l'on entreprend avec chacun de nos soutiens, avec tous ceux qui ont collaboré à cette aventure, c'est de faire que l'année prochaine, il y ait plus d'ampleur, qu'il y ait plus de gens qui comprennent que c'est à leur service et donc qui nous rejoignent dans le travail. Pour qu'un mois de travail ici retisse le milieu associatif, que les troupes corses soient vivifiées, travaillent ici des spectacles avec des professionnels de qualité, puis qu'ils continuent ce spectacle pendant l'hiver, dans leur village. Parfois, c'est décourager aussi une ambition, c'est dire à quelqu'un, c'est pas la peine que tu ailles au conservatoire, c'est pas la peine que tu viennes à l'école du Lin, fais dans ta troupe d'amateurs ici un travail que tu peux faire qui peut être passionnant, qui peut être extraordinaire, ou l'instituteur de village qui va mieux aborder le théâtre pour les jeunes enfants et qui va forger, encore une fois, des gens de culture plutôt que des guerriers. Vous avez tout dit à l'époque. Forger des gens de culture plutôt que des guerriers, oui. Que ça ne soit pas juste l'été, mais que ça soit toute l'année, parce que les rencontres, ça c'est effectivement, c'est l'iceberg, hein, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est toute l'année. Vous aviez tout dit à l'époque, ça n'a rien à changer. Je crois beaucoup à ce travail d'artisan et j'ai envie qu'il soit présent pour chacun et surtout au sein de l'école. Donc je milite beaucoup pour que les enfants de Corse puissent d'une part bénéficier de cet endroit que nous avons construit pour eux, à Stalson, hein, qu'ils viennent nombreux, comme on va à ça, en classe d'immersion corse et de nature. Bien, regardez ces salles qui sont absolument magnifiques où chaque poteau est un arbre de la montagne, un pin lariche, et qui est fait pour recevoir toute l'année, tout au long de l'année, les enseignants dans leur formation initiale et continue avec l'école supérieure du professorat et de l'éducation en Corse, avec le rectorat, et surtout des enfants de primaire, de collège et de lycée, avec les répartitions des origines, disons, de budget potentiel que chaque cadre peut apporter, la région notamment, la collectivité de Corse, et les municipalités, pour que les classes viennent en classe théâtre dans le Yungsan. Et c'est ce qui se passe. Nous sommes à peu près à 500-600 enfants par an. Je pense qu'il faut continuer là et qu'il y a un avenir justement pour que les enfants de Corse aient ce à quoi ils aient droit. Voilà. Comme chaque enfant qui a ses droits, voilà, les droits culturels. Eh bien, l'avenir, il est dans une autre pièce. D'accord. Et votre présent aussi, venez, on y va, venez en bas. D'accord. Pièce de notre périple, Robert Renucci. Et quand on tape Robert Renucci sur Internet, apparaissent quelques photos et quelques... Mais il apparaît ça, tiens, notamment. Regardez, vous allez commenter. Quelques attaques, j'ai l'impression. Oui. Nous avons voulu, à plusieurs, je suis nommé en premier, mais nous sommes plusieurs à écrire, le fait que les transferts de compétences aux régions, par exemple, sont une chose importante, mais il ne faut pas oublier le service public. Moi, je crois beaucoup au service public, et c'est très important que, comme pour les transports, comme pour la santé, la culture reste un service public, et que ce ne soient pas les entreprises privées qui financent seulement la culture, parce qu'on va doucement vers une société davantage privée que publique. Et puis, c'est important de rappeler que la Corse, par exemple, n'a pas eu les mêmes moyens en matière de décentralisation culturelle. La Corse a été oubliée. C'est la seule région de France, y compris ultramarine, qui n'a pas de centre dramatique, qui n'a pas de scène nationale, et ça c'est un grand mystère. D'ailleurs, vous allez essayer de pallier à ce problème, parce que vous allez être reçu prochainement à l'Élysée pour parler de ça notamment. Oui, bien sûr. On parlera aussi de la Corse, bien sûr. Aussi. Mais je pense que la Corse est un beau laboratoire pour ce qu'on y a fait justement récemment, et sans vouloir réparer l'absence en effet de centre dramatique ou de scène nationale, l'ARIA a permis qu'il y ait ce mouvement d'émulation autour notamment de la formation. Et d'ailleurs, vous allez être reçu aussi à l'Élysée pour ça, peut-être pour que l'ARIA aille sur le continent, ce modèle un petit peu, soit un peu repris, recopié, je me trompe ou pas? Pas tout à fait l'ARIA, mais les principes que nous avons proposés, c'est-à-dire la formation. Et les principes, j'ai envie de dire, d'éducation populaire, puisque vous êtes aussi au Tréteau de France, directeur du Tréteau de France, et c'est votre dada, l'éducation populaire, vraiment. Oui. Qu'est-ce que c'est l'éducation populaire? C'est un grand mouvement justement d'émancipation qui vient de Condorcet. La belle phrase de Condorcet qui dit « Tant que les hommes n'obéiront pas à leurs raisons propres, mais recevront leurs opinions d'opinions étrangères, le monde sera divisé en deux classes,
celle de ceux qui croient et celle de ceux qui pensent, celle des maîtres et celle des esclaves. C'est-à-dire quand on n'est pas capable de sa capacité de raison, on est enchaîné en fait à des idées, des croyances, et seule la raison et la pensée permettent de s'élever. Donc ça, c'est l'éducation populaire, mais en simples mots, ça veut dire que l'école, les lieux de transmission, la famille, les associations sont des lieux où on peut s'élever, justement, continuer cette élévation. Et c'est tout le travail des Tréteaux de France. Oui. Allez, on change d'écran, si vous le voulez bien. On revient sur vous, on se recentre un petit peu sur l'acteur. Bon. Un de vos derniers films au cinéma, un Oui. des derniers Chabrol. L'ivresse du pouvoir. L'ivresse Oui. du pouvoir, succès, mais ça fait quelques années. On ne vous voit plus trop au cinéma. En revanche, on vous voit toujours sur les planches. Oui, bien sûr. Oui. Et en metteur en scène et en acteur. Oui. Vous tournez, vous faites des centaines de dates. Ce qui m'intéresse, c'est ça, moi. J'avais lu dans une de vos interviews que jamais, au grand jamais, vous ne feriez de série. La télé, c'est pas pour vous, parce que ça ne fait pas assez la place à l'imaginaire. À la télé, on sait ce qui va se passer, on sait quel est le personnage. Or là, dans Un village français, on vous a vu et revu. Oui, il s'agissait de raconter 5 années de l'histoire de France. Ça ne peut se passer qu'à la télévision, en 72 épisodes. Et cela méritait d'être en contact dans une exigence importante d'écriture et de facture, je dirais, de travail. Et c'est France 3, c'est quand même très important, vis-à-vis de Viasté, là également. Mais c'est-à-dire c'est vraiment une production d'épopée. C'est pas tout à fait la série, comme on dit, un flic dans une... C'est éducatif. C'est à la fois éducatif, c'est à la fois mémoriel, il s'agit de raconter Vous êtes l'histoire. éclaté, parce que vous ne jouez pas un rôle en plus d'un type... Enfin, on va pas revenir Oui, sur oui, votre rôle, vous n'êtes non, pas c'est un un type rôle super complexe, en plus. c'est un rôle complexe, voilà, Ouais, c'est un rôle très, très complexe. Ouais. Allez, on regarde, on est attentif. Oui. Salute amici, guardate primi, Paolito. Vai a Mancuno. Ma che ti passa qui? Tu guardi che? Là, c'è un moto di Michelangelo, io non ho... Votre film, votre unique film au cinéma, Sempre Vivo, qui a maintenant quand même 13 ans, Oui. succès critique. Oui. Mais par contre, pas gros succès commercial. Est-ce que... Quelle question je peux vous poser là-dessus? Vous le regrettez? C'est un échec? C'est un succès? C'est quoi Sempre Vivo? C'est un ovni? Oui, c'est un ovni, de toute manière. Pourquoi? C'est un ovni parce qu'il est écrit avec les gens du village, en plein hiver, ou dans ces villages de montagne corse, il se passe des choses aussi en hiver, on se réunit, on travaille, on crée ensemble. Il est tourné avec les gens du village, avec Angèle Massey, qui m'a inspiré. En fait, c'était ma muse, Angèle, ma voisine à Pioggia, là, et qui habitait Bastia. Malheureusement, elle n'est plus là depuis quelque temps. Mais simplement, c'était important. La langue également, sont des fidélités importantes. Donc ça ne peut pas être un film commercial. C'est exclu au départ. Encore une image. Et vous me direz, peut-être que je me trompe aujourd'hui, vous êtes peut-être avant tout, Robin Renucci, un conteur. Oui, Et ça, j'aime les vous- histoires. Et un lecteur, vraiment. Oui. On les a à la Proust. Marcel Proust, Paul Valéry, Arthur Voilà. Rimbaud et Romain Gary qui sont là, oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est si important de lire? Parce que quand on lit, on parle encore plus à l'imaginaire que quand on montre. L'imaginaire, c'est ce qui nous rend humains, c'est ce qui nous fait différencier de la vie animale. Les animaux n'ont pas malheureusement d'imaginaire, malheureusement, je dis ça. Enfin, l'humain peut imaginer. Et c'est un champ symbolique qui se crée entre celui qui écrit et qui livre une partie d'écriture, de graphe sur le papier, avec celui qui lit et qui voit des images. Ce sont des mots qui donnent à voir. Et quand on les lit à quelqu'un d'autre, il y a un triangle qui se met en place. Il y a l'auteur qui fait une partie du travail, la plus grande partie, celui qui le lit à l'autre et surtout celui qui le reçoit. C'est magnifique. Dernière photo. Et elle va parler d'elle-même. Je vais rien avoir à dire. Enfin, on parlait de lecteur et de conteur. Alors là, je suis en admiration devant mon frère Gérard, qui est arrivé en Corse dans les années 70. Qui habite ici, lui, Qui hein. habitait à Afa toute Ouais. sa vie, qui a 2 beaux grands-enfants et des petits-enfants, et un petit-enfant. Et donc, je suis admiratif. Il jouait de la musique. Il a même joué du violon, comme mon grand-père. Moi, je n'ai pas eu cette chance, parce qu'il devait un peu nous casser les oreilles, tant au violon qu'au clairon, ou à la trompette. Ouais, c'était un merveilleux conteur. Et je suis admiratif. Oui, oui. Encore aujourd'hui, il il- paraît que quand j'entends dire ça, oui, le frère de Robin Renucci, quand il raconte les choses, il y a un talent familial, il y a... Vous le saviez? Vous le savez même pas? Non, je ne savais pas qu'il était conteur. Je sais qu'il était très estimé, puisqu'il vient de Quand prendre il sa raconte, retraite quand il raconte. à Castelluccio, Oui, à l'hôpital, exactement. où il a fait toute sa carrière dans le cadre psychiatrique et médical. Et voilà, et moi je suis en admiration, ça se voit, Complètement. j'aimerais faire pareil. Alors, vous le savez, Robin, il y a une tradition dans cette émission, parce que c'est déjà la fin de cette émission. On finit toujours avec un selfie qu'on met après sur Avec tous les réseaux plaisir. sociaux. Et ça va apparaître aussi bientôt sur Internet. Allez. Vous laissez faire. Allez. Allez.
Voilà. Merci infiniment, Robert Merci, Renucci. Luc. Merci infiniment. Bon retour du côté de chez vous. Après, C'est où du je côté de trouve- chez vous? C'est la Corse et un peu Paris Voilà, aussi pour les obligations. C'est quand même le Yongsan pour quelques jours. Ok. Ouais. Et continuez ce combat, l'éducation populaire. On compte sur vous. hein. Avec la team. Au revoir.